toujours dans Territoire, dans la seconde partie de cette émission. Nous sommes toujours sur le site de l'Espiguette. Nous allons maintenant parler de la faune et de la flore du lieu, notamment sur les dunes. La nature reprend ses droits avec cette végétation qui a poussé rapidement. En fait, c'est un site où les ganivelles ont été aménagés donc, il y a déjà 2 saisons estivales. L'objectif était de fermer le site à des personnes qui venaient piétiner et créer des cheminements dans cet espace très particulier. Et on voit vraiment au bout de 2 ans qu'il y a une végétation qui se réinstalle derrière et que progressivement la végétation dunaire recolonise et reprend sa place puisqu'elle n'est plus perturbée par le piétinement et la fréquentation. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver justement qu'est-ce qu'on trouve typiquement, vous voyez cette petite fleur violette, c'est la matiole des dunes. Elle est assez jolie, elle donne ce petit effet gris-violet à la dune. Donc c'est les dunes qui commencent à se fixer, c'est ce qu'on appelle les dunes fixées ou semi-fixées, où il y a une végétation plus importante qui est différente des zoyas qu'on a vu tout à l'heure sur les dunes en front de mer. On voit également la petite fleur jaune très régulièrement, ça forme une petite boule en coton jaune qui a une odeur de safran dès qu'elle fane. Et en fait, c'est l'immortelle des sables, donc très connu. Et on parle de dunes grises pour les dunes semi-fixées. Et parce que c'est elle, en fait, c'est cette immortelle qui, quand elle fane, garde un côté gris, une son grise au sable. Mais on ne l'utilise pas dans la cuisine, contrairement au safran. Non, pas du tout. C'est juste l'odeur un peu safranée très particulière qui se sent en fin d'été. Après, vous avez des dunes. Donc tout ça, c'est une flore assez commune qui est intéressante parce que c'est vraiment caractéristique des milieux dunaires, mais pas forcément patrimonial dans le sens rare et fragile. On a par exemple le lys de mer. Donc il y en a pas encore sur ce terrain. On espère en voir apparaître. Parce que c'est plus rare, justement. Voilà, mais parce que c'est plus rare, que c'est plus fragile, plus sensible, mais typiquement des espèces patrimoniales. Et sur les milieux dunaires en général, et donc sur le massif dunaire de l'Espiguette, on a une 10-15aine d'espèces patrimoniales importantes et qu'on essaye de préserver pour la biodiversité en fait. Après, en termes de faune, c'est vrai que les milieux dunaires sont pas très propices à la faune. C'est sec, c'est venté, on le voit aujourd'hui un peu. On trouve quelques reptiles alors. Alors voilà, ce qui est habitué aux dunes, ce sont les lézards. Et on en a notamment un qui est patrimonial et qui est assez très présent dans les dunes, mais nulle part ailleurs. C'est le psamodrome des sables. Donc c'est un petit lézard qui est beaucoup plus palo que le lézard classique qu'on peut retrouver chez nous, qui s'appelle le lézard. Finalement, voilà, il a sûrement cette adaptation-là. Et il adore vivre, donc se dorer au soleil, mais reste près des sommets un peu végétalisés pour que dès qu'il entend un bruit, il se faufile et rapidement se cache dans la végétation dès qu'il y a un bruit qui le dérange. D'accord. Donc voilà. Alors certains endroits, il y a une formation de lacs l'hiver, alors est-ce qu'on a des batraciens peut-être? Pas dans la zone où on était tout à l'heure, où éventuellement j'expliquais qu'effectivement quand la mer passait par-dessus le cordon lunaire ou l'accumulation d'eau de pluie dans cette espèce de cuvette formait un lac, non. On n'aura pas d'amphibiens parce que le milieu est très très salé. Par contre, il arrive qu'il se forme des petites mares entre les dunes. Et là, ce sont des mares d'eau douce. Parce que c'est une spécificité des dunes, c'est que sous les dunes, il se crée des petites lentilles d'eau. C'est l'accumulation de la pluie qui s'accumule au sein de la dune. C'est pas de l'eau salée. Et c'est pas de l'eau salée. Et quand elle apparaît en surface, soit par de l'érosion, soit parce que le relief a été un peu surcreusé, à ce moment-là, on a un milieu très propice aux amphibiens. Et ici, sur le territoire de l'Espiguette, on a notamment du Pélobates cultripède, qui est une espèce très patrimoniale et vraiment rattachée à ces milieux interdunaires avec la lentille d'eau douce qui réapparaît. Voilà. Et on trouve des oiseaux aussi. Alors après, on trouve des oiseaux, pas immédiatement en front de mer, à part ceux qui aiment aller pêcher en mer et nicher en lagune, puisqu'on a les lagunes qui sont pas très loin et beaucoup d'oiseaux marins viennent se nicher dans les lagunes. Mais par contre, effectivement, dès qu'on a un milieu un peu plus boisé ou avec des buissons, notamment les buissons de genévrier, qui sont très particuliers et typiques d'ici, ou encore les pins pignons, abritent effectivement des nichoirs à oiseaux, que ce soit les aigrettes ou la huppe faciée, la fameuse huppe, qui est un très bel oiseau avec son bruit caractéristique. Voilà, donc en fait, on a effectivement une diversité de reliefs, de milieux, de salinité, qui fait que c'est très favorable à une grande diversité, autant pour la vie faune que pour la flore.
Bonjour, vous êtes cuisine de l'hôtel Imperator de Nîmes. Je vais vous présenter la prochaine recette. Ça sera du pigeon de Monduel de Monsieur Baeza, du foie gras de canard de Monsieur Vial de la ferme Cuberna, de l'alcool de Griotte, du poivre, de l'huile de Beaucaire, sel de Guérande, Griotte et du beurre de Micelle. Et tous les produits sont sud de France. Donc je vais vous montrer pour cuire le pigeon. 2 cuisses de pigeon. Donc les 2 cuisses de pigeon, je vais vous montrer le bas de l'os qui est désossé. On coupe le haut, on le retrousse et on le pique dans la peau tout simplement. Voilà. Comme ceci. Donc on récupère le tout. On descend les deux côtés assaisonnés. Je rajoute l'huile toujours de Beaucaire, sud de France. J'en mets pas excessivement beaucoup. Je démarre en premier les cuisses qui mettent un peu plus de temps à cuire. Pour le coffre, idem. On démarre par le côté peau. Donc pour avoir une jolie coloration, on essaie de le tenir contre la poêle. Si vous désirez le mettre comme ça, vous pouvez aussi. Et comme ça, c'est très bien, dans ce sens-là. Donc là, je peux rajouter de la fleur de thym. Je la mets ici pour pas qu'elle brûle tout de suite. Je rajoute aussi des baies de genièvre entiers. J'en mets que 2, c'est assez fort. Voilà, ça commence à colorer. Logiquement, on évite de piquer les produits. Déjà, on perce la chair, on sort le sang. Et si on doit le découper ou quoi que ce soit, ça peut être gênant dans la coupe, tout simplement. Mais c'est surtout pour en garder le sang. Si je m'amuse à piquer tout le temps, j'arrache toute la peau déjà là. Voilà. Je rajoute un petit peu d'huile. Donc là, j'arrose. Je rajoute un peu de beurre. Donc pour ce pigeon-là de Monduel de Monsieur Baeza, on sent vraiment c'est de la bonne qualité, puisqu'il met un peu plus de temps à cuire, mais il reste toujours tendre. Donc je vérifie un peu la cuisson. Après c'est aussi une habitude. Comme toute viande rouge, volaille, il faut toujours égoutter pour en extraire le mauvais sang, qui ne ressortit pas sur la sauce en refroidissant. Pour la garniture du pigeon, vous avez un lobe de foie gras, vous le coupez de cette largeur à peu près, vous l'assaisonnez. Donc là je vais poêler le foie gras. Donc il faut qu'il y ait un maximum de coloration, une belle coloration, déjà pour le goût. Donc le montage, je vais vous montrer l'emporte-pièce que j'utilise, mais on peut utiliser autre chose. Donc j'utilise cet emporte-pièce-ci pour le montage que je vais vous montrer. Alors comment c'est le foie gras est bien cuit? Moi j'ai pas vraiment, c'est à force de faire, toujours pareil. La couleur déjà, la couleur du sang, puisque c'est facile, c'est un foie gras qui est coupé. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pas forcément de le cuire à feu vif pour pas qu'il fonde trop vite. Donc j'enlève, il est suffisamment cuit. Voilà. Le suprême de pigeon, je l'assaisonne à peine. Je le remets dans la poêle où j'ai poêlé mes foie gras. J'ai nettoyé la poêle pour pas qu'il y ait trop d'excès de graisse. Je rajoute une toute petite goutte d'huile parce que c'est quand même fort en graisse. Je retourne le suprême de pigeon. Je vais le retirer. Je le pose là, sur grille toujours. Donc pour la sauce, j'ai besoin d'alcool de griotine, donc j'en mets pas énormément. Voilà. Donc je laisse réduire, ce qu'on appelle pincer, que ça devient un peu sirupeux. À partir de là, je vais rajouter les griottes, j'en mets pas énormément. Donc je prends du fond de veau qu'on trouve dans le commerce. Voilà, je vais le verser. Je réassaisonne. Et ma sauce est terminée. Donc là, je la décante, je la mets dans une autre casserole froide pour arrêter la cuisson. Ah bah c'est parti pour le montage de la garniture. Donc là, moi j'ai pris cet emporte-pièce là. Si vous en avez d'autres, vous pouvez vous en servir. Je prends mon suprême de pigeon, je le coupe en deux une fois. Voilà, il est rosé. On le tapisse. Et les petits bouts, on va pas les jeter, on va les finir sur les rebords. Voilà. Et là, je termine avec le foie gras. La dernière tranche qui est la plus convenable, je vais la présenter dessus. C'est cette partie-là à présenter. Donc, je vais quand même passer ça d'abord. N'ayez pas peur d'appuyer dessus. Cette recette, il y a quelque chose de bien, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être régulière sur la surface. Et là, je termine avec le foie gras. Ça ne couvre pas tout, mais c'est pas trop grave. On laisse ça au frigo à peu près 5 heures. Donc c'est beaucoup plus d'arôme. Et je vous montre après pour le démoulage. Voilà. Donc maintenant on va lever les deux suprêmes de pigeon. Là, vous pouvez le voir, la cuisson est parfaite. Le filet est là, il se trouve ici. Voilà. J'attaque l'autre côté. C'est pas compliqué à découper et ça vient aussi surtout de la qualité du produit. Donc après on peut laisser la jointure ou pas. Je vais l'enlever, moi je l'enlève toujours. Donc là je réassaisonne un tout petit peu, pas trop, côté chair.
le poivre. Voilà. Je laisse comme ça sur assiette. Voilà. Et le filet, je le récupère. Il est là. Vous avez les 2 filets, vous avez le suprême complet, la cuisson est parfaite. Donc maintenant on va lever les 2 suprêmes de pigeon. Donc on va dresser maintenant, voilà. Donc on va dresser maintenant. Donc je vous ai dit tout à l'heure pour le foie gras, et par moment il y a des parties spacieuses comme celle-ci. Donc pour un peu les éviter, ce qu'on peut faire avec un chalumeau ménager, c'est faire une petite coloration dessus comme ça, très rapide. Juste colorer la partie claire. Et pour décoller, si c'est du métal vite fait, vous faites ça. Voilà, et puis comme c'est dur, il n'y a pas de problème. Le rectangle a été enlevé, la coloration a été faite dessus. Vous posez le foie gras ici, au bord de l'assiette. Vous posez le foie gras ici. Premier suprême comme ceci. Deuxième suprême ici. Vous tapez légèrement les cuisses. On va les poser sur le foie gras comme ceci. Une dans ce sens-là, une dans l'autre sens. On nappe les pigeons avec un peu de grillotine. Donc la sauce s'accroche parce qu'elle est assez siropeuse, mais en même temps elle est épicée. Là je réassaisonne toujours mes sauces, mes poissons, mes viandes sur la sauce avant d'envoyer, par habitude. Et pour terminer, la fleur comestible, comme ceci. Là c'était terminé, bon appétit. La partie payante de la plage, en tout cas l'accès au parking, il y a beaucoup d'usagers différents aussi qui viennent sur la plage. On voit des kitesurfs, on voit des chevaux. Oui, en effet, le site de l'Espigate est très convoité. Il attire les touristes et les gardois. Tous les touristes et tous les sports associés à la plage et au littoral, donc que ce soit des sports nautiques ou la baignade ou même la pêche en surfcasting, panel. Du coup, c'est d'autant plus difficile à gérer pour vous. Alors parfois ça provoque un peu des conflits d'usage, mais là pour le coup la commune a travaillé, réfléchi, et ça se fait dans pas mal de secteurs qui sont soumis à une fréquentation avec des conflits d'usage. C'est un peu d'essayer de sectoriser la plage qui est immense, donc c'est pas gênant de découper un petit peu pour autoriser une partie de la plage au sport nautique et d'éviter le conflit avec des baigneurs qui pourraient se retrouver au contact direct des voiles de kitesurf. Et puis également une partie de plage qui est réservée aux naturistes, mais qui ne se confond pas avec une plage ouverte à tous. Voilà. Nous sommes toujours sur la plage de l'Espigate, nous sommes sur l'accès le plus loin pour le public. Alors c'est déjà une plage naturiste ici. Alors en fait on est effectivement au bout du parking et de l'accessibilité possible en partie est. Et effectivement juste un petit peu plus loin derrière nous, c'est la partie qui est réservée et autorisée au naturisme. Et en fait ce dont on aperçoit, et on le voit un petit peu plus en arrière de nous, c'est que la plage est très réduite à cet endroit-là. Là où nous sommes nous, la plage est ouverte complètement à la mer. Et ça c'est très récent. De dune. Donc en fait la dune a complètement été arrachée par la mer. Et ce mois dernier, la mer est rentrée dans les terres et s'est mise en connexion avec la lagune qui est juste un petit peu derrière. On aperçoit. Voilà. Il faut savoir que là, la zone où on se situe était anciennement un parking aussi, mais a été abandonnée au profit de la mer. Vous n'avez pas le choix parce que la mer a repris et a inondé le on n'a pas. C'était anticipé, c'est-à-dire que dans des projets à venir, on l'avait déjà anticipé ce phénomène, sauf qu'il est venu encore plus vite que ce qu'on pensait. Voilà, les dernières tempêtes de mars et de début mai ont accéléré les choses et nous ont demandé de réviser et de revoir du coup la gestion du littoral et d'accepter qu'une partie du parking soit restituée en plage et en zone inondable quand il y a des tempêtes. Et du coup, cette submersion peut avoir un effet sur les autres plages dans les années et les décennies à venir? Alors, l'idée, c'est que donc il y a effectivement un risque toujours assez important que l'entrée d'eau de mer qui peut arriver pendant les périodes de tempête franchisse les dernières dunes qui restent de façade, qui sont encore elles aussi relativement fragiles et abîmées sur ce secteur-là. Et à ce moment-là, l'eau pénètre dans les terres et malheureusement les terres qui sont derrière nous, c'est la Camargue, c'est assez plat.
il y a peu d'obstacles pour l'arrêter et en plus ils sont en général en dessous du niveau de la mer. Donc la mer a une capacité à se propager très rapide et ça peut avoir des conséquences assez importantes sur les milieux naturels en premier, puisqu'on est sur un site avec beaucoup de milieux naturels et d'espaces naturels, mais en second, aller jusqu'à altérer le parking, éventuellement des véhicules présents sur place et éventuellement les infrastructures de camping qui sont un petit peu plus en amont dans le village de l'Espiguette. Alors la dune derrière nous, qui est l'une des plus hautes du site, là on voit le travail de l'érosion qui a finalement réduit cette dune et qui finalement on ne peut plus la protéger. Et oui, vous voulez, avant la dune était beaucoup plus haute, c'est l'une des plus hautes en façade maritime, elle fait à peu près 9 mètres de haut par rapport au niveau de la mer. Mais aujourd'hui effectivement, à chaque tempête, à chaque coup de vent marin, elle s'affaisse de plus en plus et se réduit de plus en plus. Elle était beaucoup plus large, elle arrivait quasiment jusqu'à nous avec cette hauteur-là. Et aujourd'hui on voit bien que même les zoyas qui sont au sommet sont portés à mal et sont un petit peu détruits par les embruns marins et la mer et se déracinent. Et progressivement celle-ci est en train de se réduire et il risque probablement à terme de se passer la même chose que dans l'autre secteur où on était, c'est-à-dire la disparition progressive de cette dune. Le littoral des Saintes-Maries-de-la-Mer à la pointe de l'Espiguette est soumis à une intense érosion marine qui se traduit par un recul important de la côte. Des ouvrages de protection de type épi ont été mis en œuvre depuis de nombreuses années. Des ganivelles, barrières en bois ont été posées pour assurer le maintien des dunes. La lutte contre l'érosion marine est un des enjeux majeurs sur le site de l'Espiguette et elle est prise en compte dans les aménagements et la gestion du site. Comme beaucoup de sites emblématiques et fragiles de France, le grand site de la Camargue gardoise s'attache à concilier l'accueil d'un grand nombre de visiteurs et la préservation de l'esprit des lieux. Les actions entreprises s'inscrivent dans un projet global de développement durable. L'adhésion du grand site de la Camargue gardoise au réseau des grands sites de France lui permet de participer activement à une réflexion collective nationale sur la protection et la gestion des paysages. Alors on parle de changement climatique, de montée des eaux. Est-ce que ça a un effet à long terme ici sur cette plage ? Alors oui, il est vrai qu'on parle beaucoup de ce phénomène de montée du niveau de la mer, qui est encore un peu incertain, pas forcément très bien calculé par les scientifiques. Certains scientifiques annoncent une montée des eaux de quelques millimètres. Ce qui est annoncé sur ce secteur ici en Camargue, c'est environ 4 mm par an de montée du niveau de la mer. Donc ce qui induirait en 100 ans 4 mètres de haut de plus. Ce qui n'est pas négligeable, on va dire. Mais aujourd'hui, ça reste un facteur qui n'intervient, on va dire, qu'à 20% dans le problème de l'érosion du littoral et du risque de submersion marine. Puisqu'en fait, le gros souci, c'est effectivement l'érosion. Et l'érosion, elle provient du fait qu'on n'a plus d'apport sédimentaire, qui au départ venait du Rhône, mais le Rhône étant un peu aujourd'hui aménagé, les barrages pour faire de l'électrique, les barrages hydroélectriques, retiennent une partie de ces sédiments qui avant venaient en mer et donc la quantité de sédiments est beaucoup moins importante. Du coup on manque de sable. Par contre la mer, elle, agresse toujours la plage sans pour autant que le sable ne revienne sur la plage et donc effectivement ce phénomène d'érosion est peut-être aujourd'hui le facteur le plus grave, qui se cumulera avec de plus en plus de tempêtes et l'élévation du niveau de la mer. Donc effectivement, une nécessité de réfléchir et d'essayer de trouver des solutions adaptatives en anticipant sur ces phénomènes. Il faut bien voir que la plage existera toujours. C'est juste qu'elle ne sera plus au même endroit sur Terre, elle sera reculée et ce sont d'autres milieux qui vont se déplacer puisque la salinité va augmenter. En fait, c'est la mer gagnera du terrain et finalement la plage sera un petit peu plus loin par là-bas. Un petit peu plus loin par là-bas, mais il y aura toujours une